Bienvenue à Bruxelles, bienvenue au Parlement européen pour un nouveau numéro spécial du Bar de l'Europe. Un numéro XXL de près d'une heure pour aborder la question migratoire, une question qui domine les élections dans de nombreux pays de l'Union européenne et qui risque de dominer, pour ne pas dire empoisonner, les futures élections européennes en mai 2019. Voici le Bar de l'Europe, Formule Maxi. Et Esmeralda Labi sera à mes côtés tout au long de cette émission. Et pour commencer, Esmeralda, vous avez rencontré un chanteur très populaire, un chanteur qui est aussi un migrant et peut-être qu'il ne s'est jamais senti autant migrant qu'aujourd'hui. On peut dire ça ? On peut le dire, tout à fait, Paul. Et ce migrant, c'est Salvatore Adamo. C'est l'homme aux 100 millions de disques vendus, l'inoubliable interprète de Tombe la neige ou encore Inch'Allah. Il est chanteur, musicien, auteur, interprète, mais c'est aussi un homme de conviction que l'histoire familiale a façonné. Fils d'immigrés italiens, il est arrivé en Belgique très jeune et à l'époque, il s'en souvient très bien. Il a été logé dans ce qu'on appelait la cité réservée aux étrangers. C'est donc bien un fils de migrant qui nous a accueillis. Rencontre avec Adamo qui nous a accueillis chez lui, guitare à la main. Alors Salvatore Adamo, bonjour et merci sincèrement de nous accueillir chez vous. D'entrée de jeu comme ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est vrai que vous auriez pu être argentin ? Oui, si le destin en avait décidé autrement, en effet, quand mon père, je ne dis pas mes parents parce que c'est d'abord mon père qui a émigré, quand mon père est venu en Belgique, en fait, il avait le choix entre l'Argentine et la Belgique. Et ce qui plaidait en faveur de l'Argentine, c'est que le frère de ma mère et une de ses sœurs avaient choisi l'Argentine. Donc peut-être ma mère se serait-elle sentie plus à l'aise et moins dépaysée en Argentine. Et allez savoir pourquoi mon père a choisi la Belgique malgré le climat. Heureusement, comme dit la chanson de Macias, les Belges ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas à leur décor. Non, c'est un pays qui nous a redonné, enfin à mes parents surtout, qui leur a redonné une dignité et à mon père la faculté de pouvoir nourrir sa famille, quoi. Alors vous dites votre père a choisi la Belgique. Est-ce que réellement c'était un choix ou est-ce que c'était peut-être avant tout une obligation ? Certainement une obligation de quitter le pays, ce qui est toujours une douleur, et j'insiste là-dessus. Émigrer n'est pas un plaisir. Mes parents étaient très jeunes, mon père avait 27 ans et ma mère 26. Et justement, se retrouver dans un pays inconnu, dans une cité de baraquements en bois, c'était pas vraiment la terre promise comme on pourrait le croire. Mais encore une fois, heureusement, nous avons eu la chance de venir dans un pays qui justifie bien son nom, d'accueil. Et est-ce que vous sentiez à l'époque et aujourd'hui encore étranger ou éventuellement migrant ? Est-ce que vous sentez, Salvatore Adamo, migrant ? Mais figurez-vous que je me sens plus migrant aujourd'hui que dans mon enfance, parce que lors de mon enfance, je ne me suis pas forcément rendu compte de la difficulté de vivre de mes parents. Moi, pourvu que j'avais mon père à la main gauche et ma mère à la main droite, j'étais chez moi, tout simplement. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'eux avaient beaucoup, beaucoup souffert. C'est pour ça, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe par rapport aux migrants, je suis assez choqué du manque d'humanité avec lesquels on les traite. Moi, j'allais justement vous demander, parce que la guitare est là à côté, on vous demandera de jouer tout à l'heure. Vous avez écrit il n'y a pas longtemps une chanson justement qui s'appelle « Migrant ». Pourquoi ? Vous aviez besoin de coller à l'actualité, c'était jeter un pavé dans la mare, c'était un coup de gueule, c'est votre façon de dire « ça ne va pas ». Au départ, c'est une chanson qui exprime un choc, mais qui était peut-être vouée à rester dans mes tiroirs, comme j'en ai pas mal, j'ai pas mal de chansons que j'ai faites pour une occasion précise et que je n'enregistrerai pas, peut-être par pudeur. Et en fait, j'avais fait écouter à Moran. Et Moran
voulait absolument qu'on l'enregistre à plusieurs. Et puis le temps a passé. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'on commençait à considérer les migrants justement avec plus d'humanité. Et puis c'est un leurre parce qu'il y a des pays qui accueillent les migrants dignement et il y en a d'autres qui le font beaucoup moins. Donc je pense que la solution, elle est bien sûr dans l'Europe. Parce que c'est l'Europe qui doit se partager donc les nouveaux arrivants qui ont la mort aux trousses. Mes parents, eux, avaient la misère aux trousses. Mais même si on veut tout juste chercher une vie plus digne et plus vivable, c'est un pléonasme que j'emploie à dessein, mais pourquoi pas l'humanité doit s'exprimer avant tout. Justement, quand on écoute certaines déclarations, notamment venant d'Italie, donc le pays d'origine de vos parents et de ce nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, pour ne pas le citer, qui dit « oui, mais on va quand même pas tous, ou on ne peut quand même pas tous les accueillir ». Vous réagissez comment à ça? Écoutez, j'étais assez fier il y a 3 ans, quand à Lampedusa, les habitants étaient magnifiques, ils ont accueilli tous les migrants. Ensuite, l'Italie a tendu la main, a invité d'autres pays à venir aussi en aide aux migrants. Et ça s'est fait attendre. Et je dirais même que ça n'est pas vraiment venu. Maintenant que le nouveau gouvernement italien profite de ce drame pour braquer des gens contre les migrants et en faire un atout politique, ça, je suis tout à fait contre. Voilà. Est-ce qu'on peut vous demander justement d'entendre, d'écouter cette chanson et ces paroles migrants? Oui, je vais vous la chanter, oui. C'est une chanson inédite, hein, donc elle n'est pas enregistrée. Migrant, je veux jouer ma vie pour une autre meilleure, où fleurissent des sourires au visage qui pleure. Repoussé par les uns, ignoré par les autres, j'espérais que mon sort devienne un peu le vôtre. Mais que vous importe au fond notre coquille de noix? Migrant, j'ai traversé la mer jusqu'à la première île. Le vent nous a posés sur des rives hostiles. L'enfer de mon pays ne me laisse que le choix de ce rafio bondé d'autres ombres sans voix, pour aller voir ailleurs si la vie n'y est pas. Avec femme et enfants, entre cris et prières, nous nous sommes traînés jusqu'au mur des frontières. Certains ferment les yeux et nous disent bonne chance. D'autres sont-ils sérieux, nous renvoient en errance. Migrants, tout au bout du tunnel, je voyais la lumière. On m'a coupé les ailes, on m'a jeté par terre. Je me suis retrouvé comme un délinquant derrière des barbelés, parqué avec mes frères, à me sentir coupable d'être encore vivant. Alors, frères humains qui près de nous vivez, n'ayez point contre nous le cœur trop endurci. Vous qui voyez nos mains tendues
désespérés. Pour un peu de répit, prêtez-nous un abri. Nous ferons de notre mieux pour ne pas déranger. Migrants, des années de labeur pour payer le voyage. Le passeur, en riant, nous a dit bon courage. On s'est cru arriver, mais le monde est-il fou? On nous montre du doigt et on a peur de nous. Nous qui fuyons la mort, nous qui sommes à genoux, nous qui fuyons la mort, nous qui sommes à genoux, migrants, migrants. Merci beaucoup. Adamo, visiblement ému. On verra si cette chanson émeut également Fabio Massimo Castaldo. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, vous êtes même vice-président du Parlement européen, membre du mouvement 5 étoiles en Italie, qui est au gouvernement avec la Ligue du Nord depuis quelques mois. Alors, cette chanson d'Adamo, est-ce qu'elle vous touche? Vous seriez prêt à la fredonner? Absolument, ça me touche et je pense que je partage avec M. Adamo deux sentiments. La tristesse et la déception. Tristesse parce que ce n'était pas nécessaire d'arriver à la situation où on est aujourd'hui. Déception parce que mon mouvement, depuis qu'on est entré ici au Parlement européen en 2014, on a voté pour la redistribution en 2015 extraordinaire. On a participé à tous les travaux pour la réforme de Dublin. On a aussi participé à toutes les discussions et on n'a pas vu une seule étape être franchie dans les dernières années pour avoir une politique migratoire commune. Franchement, je trouve que dans les sentiments de solidarité et d'unité de l'Europe, c'est un sentiment qui est un peu mort dans la Méditerranée, mais surtout, je peux dire, il est mort à la frontière du nord de l'Italie envers les autres pays, et notamment aussi avec la France, avec la militarisation de la frontière à Ventimiglia. Donc, je me demande aussi vraiment quel type d'Europe on veut bâtir si on n'arrive pas à trancher un des sujets les plus fondamentaux pour démontrer qu'on est vraiment une union de peuples et pas seulement les conseils d'administration entre certains États. Mais est-ce que vous êtes ému néanmoins par ce qui se passe? Est-ce que ça vous touche le sort des migrants? Et peut-être en deuxième sous-question, est-ce que l'arrivée de ces migrants est toujours un problème pour vous en Italie? Parce que les chiffres sont là, les arrivées sont quand même moindres qu'avant. Donc on se pose la question, est-ce que c'est encore une invasion, comme le disait votre ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, une invasion? Vous savez, moi, je n'ai jamais utilisé le terme invasion. Lui, parce il l'a fait. Oui, mais moi, je n'appartiens pas à la Ligue du Nord. Nous, on est en coalition et je pense que vous ne me direz pas qu'en Allemagne, l'SPD, la CDU, c'est la même chose parce qu'ils sont en coalition. La question est bien claire. Il y a des chiffres qui, pour un seul pays, sont des chiffres difficilement peut-être pas du tout gérables pour tous les continents et c'est bien gérable. Mais malheureusement, on est seul sur cela. L'Italie, la Grèce, ils ont été totalement oubliés. Et quand on a demandé un système, nous aussi, très fort, d'une façon très claire, très forte, de redistribution préventive, permanente et obligatoire pour tout le monde, la réponse était non. Les pays de Visegrad, qui aujourd'hui jouissent de la plus grande partie des fonds structurelle de la politique de cohésion de l'Union européenne. La Pologne, la Hongrie. Voilà, ils souhaitent continuer à bénéficier de ces fonds parce que c'est la solidarité, mais vis-à-vis de la question migratoire, ils ne veulent pas parler de solidarité. Après, il y a des tensions avec la Russie, alors il faut encore reparler de solidarité. Ça me semble vraiment une double morale. Et je vous dis que nous, on a proposé depuis 2014 des voies légales pour l'immigration, surtout, et ça c'est très clair, on est très clair sur cela, pour ceux qui ont droit à la protection internationale. L'Italie veut respecter toutes les conventions dont on est signataire. On veut que les gens qui ont droit à cette protection, ils arrivent avec un avion chez nous et dans les autres pays européens, pas avec une traversée de la mort et pas avec un soutien pour les trafiquants. Pour vous, il y a les vrais et les faux réfugiés?
Non, la question, c'est qu'il y a des gens qui sont des réfugiés parce qu'ils échappent des conflits et donc, ou de la répression interne. Il y a des gens qui sont des migrants économiques. Les deux catégories sont bien claires sur le plan légal et sur le plan du droit international. Pour les migrants économiques, la question, c'est est-ce qu'on pense de faire face avec ces systèmes de normes à une augmentation de la population africaine qui sera de plus d'1 milliard de personnes d'ici à 2050 et redoublera d'ici à la fin du siècle? C'est bien évident que ce sera un phénomène structurel. Ce n'est pas un phénomène conjoncturel. Et donc sur cela, il faut changer complètement le paradigme de notre coopération avec les continents. Autrement, n'importe quel moyen on va mobiliser sur le plan interne, ça ne sera pas suffisant à faire face aux situations dont on fait face aujourd'hui. Vous parlez des migrants qui arriveraient par avion. Moi, je voudrais vous parler plutôt de ceux qui arrivent par bateau, parce que Matteo Salvini, lui, il veut fermer les ports italiens aux navires qui ont secouru des migrants. En clair, on vise des ONG comme SOS Méditerranée ou comme le bateau Aquarius. Les ONG, c'est ça le problème? Elles seraient responsables de l'arrivée des migrants? C'est leur faute? Dites-moi, est-ce qu'après plus que 7 ans de crise migratoire, quand on demande d'avoir un système de redistribution des personnes qui arrivent dans les ports italiens, parce qu'on a dit non, on peut laisser ouvert les ports, mais j'ai dit après, les gens quand ils arrivent, est-ce qu'on pourrait les redistribuer entre tous les pays européens parce que chacun doit faire sa partie? Est-ce que devant le refus constant de quasiment tous les autres partenaires européens, est-ce que ça serait normal pour vous de continuer comme on l'a fait pour 7 ans en attendant qu'un jour la lumière du ciel arrive et puisse vraiment leur faire changer d'idée? Moi, je trouve que je suis très triste qu'on a dû arriver à ce type de manifestation pour faire comprendre à nos amis et à nos partenaires des autres États membres que ce n'est pas l'Italie tout seul qui peut se prendre sur l'épaule ces problèmes. Vous savez, mais je me souviens très bien les paroles de M. Juncker. Il nous a tapé sur l'épaule à plusieurs reprises disant que l'Italie a sauvé le nord de l'Europe. Après 7 ans, on commence à être un peu fatigué de le sauver par nous-mêmes. Et sur la question des ONG, je vous dis très clairement que j'ai un énorme et un fort respect pour les ONG et pour le travail qu'ils font dans la Méditerranée, mais il faut faire des distinctions. Il y a des ONG qui acceptent de suivre les règles, qui se coordonne avec la garde-côte italienne, qui suit toutes les procédures qui ont été adoptées. Il y en a d'autres qui entrent dans l'espace SAR de la Libye et qui sont en contact avec des trafiquants. Alors là, il faut se mettre d'accord. Soit on respecte les règles et alors elles sont bienvenues et on coopère comme on a toujours coopéré avec eux. Et soit, s'ils ne souhaitent pas respecter les règles, ils souhaitent étendre les transpondeurs, là, il y a vraiment en question un problème de légalité. Alors, quand il y a un problème compliqué, il faut parfois avoir recours à un regard extérieur. Eh bien, on a demandé à Gilles Le Suisse, qui est suisse, comme son surnom l'indique, on lui a demandé de se pencher sur ce dossier migratoire et il a choisi d'aller en Espagne. L'Espagne qui se dit prête à accueillir des migrants. Une rubrique de Gilles Le Suisse avec Christian Dupont. Ma chère maman, je me trouve au cœur de l'Espagne, en Aragon, une région dépeuplée qui survit grâce aux migrants. Autant dire que pour l'éternel étranger que je suis, ces villages attisent ma curiosité. Ici, les immigrés sont accueillis à bras ouverts pour les inciter à venir s'installer. Il faut dire, sans les migrants, le village de Visiedo serait encore plus désert. Repeupler ces régions, c'est l'objectif de Judith et de sa fondation qui accueille ici des migrants d'un peu partout, enfin presque. Est-ce que tu penses que je suis le premier migrant suisse de Visiedo? C'est dans le bar du village que je rencontre Saïd. Ce migrant a quitté le Maroc il y a 24 ans et a d'abord tenté sa chance à Barcelone. Depuis quelques années, il est installé ici. Le village lui offre un logement et un emploi stable à la mairie. Pourquoi tu as déménagé en Espagne ? Je suis venu d'abord en Espagne pour découvrir le monde étant jeune, puis pour améliorer ma condition de vie.
Puis quand la fameuse crise économique a frappé l'Espagne, ça a été dur. J'ai presque tout perdu. Et puis je n'en pouvais plus du stress de la ville. J'avais envie de changer d'air. Je suis très content d'être ici. Saïd me présente ensuite à 2 migrants colombiens arrivés depuis quelques mois à peine dans le village. C'était facile de vous intégrer ici? C'était très facile de nous intégrer. Les gens nous ont très bien accueillis. Qu'est-ce qui vous manque ici? Au village, les enfants. Plein d'enfants pour donner de la joie au village. Et toi, Saïd, tu as combien d'enfants? 4. Très bien, une grande famille. Il faut bien repeupler le village. Le manque d'enfants, c'est bien ça le problème. L'âge moyen des villageois dépasse les 70 ans et sans les migrants, il n'y aurait quasiment plus de mineurs ici. Saïd a sauvé l'école du village grâce à ses filles. Voici le futur du village et de l'humanité. Mes filles, la plus grande, Yasmine et Fida. Et les autres enfants que je considère aussi comme les miens. Mais vois-tu maman, il n'y a pas qu'en Espagne qu'il y a peu d'enfants. C'est le même problème partout en Europe. Moins de 1,6 enfants par femme. Sans apport extérieur, la population vieillit, elle pourrait même diminuer. Et cela est surtout vrai dans les pays méditerranéens ou de l'est du continent. Quasi lanterne rouge, l'Italie, où en moyenne, une femme n'a pas plus de 1,35 enfants. Du coup, l'actuel gouvernement projette d'octroyer gratuitement des terres aux familles italiennes ayant un 3e petiot, à la condition expresse que ces couples soient mariés et installés en Italie depuis au moins 10 ans. Pas question d'ouvrir la porte aux immigrés, même s'il s'agit de repeupler le pays, de refaire vivre des régions désertées. Reste à savoir combien de familles ont encore la fibre agricole en Italie, reste à savoir comment transformer l'italien de base en paysan. Retour en Espagne. Ici, à Visiedo, plus aucun habitant ne dit que les étrangers prennent le pain des locaux. C'est même plutôt l'inverse. Figure-toi que le métier le plus ancien du patelin, le berger du village qui fournit viande, laine et fromage, se prénomme Ali. Il est marocain et il adore son nouvel emploi. Ali, buenas. Hola, buenas. Hola, hola, hola. Hola Gilles. Et comment ça se fait que vous vous retrouvez berger à Je suis venu en Espagne pour travailler et Vicente, mon chef, m'a trouvé dans un autre village. Maintenant, cela fait 12 ans que j'ai confiance en lui et il est devenu comme un frère pour moi. Ali a donc appris le métier de berger grâce à Vicente et depuis, le Marocain et l'Espagnol sont devenus les meilleurs amis du monde. Avec Ali, vu la confiance que je lui accorde, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, si je dois un jour partir en voyage, je suis tranquille. Je ne travaille pas mieux que lui. Mais tu sais maman, dans l'Union européenne, tout le monde ne veut pas d'une telle cohabitation. Ils sont nombreux les activistes de droite ou d'extrême droite qui voient dans l'arrivée des migrants un danger pour la vieille Europe. Le premier hongrois, Viktor Orban, en a fait une question de religion. Au début de cette année, en parlant des migrants, il disait « Nous ne considérons pas ces gens comme des réfugiés musulmans, nous les considérons comme des envahisseurs musulmans. Nous pensons qu'un grand nombre de musulmans conduit inévitablement à des sociétés parallèles. Sociétés chrétiennes et musulmanes ne s'uniront jamais. » Je me demande, maman, sont-ils jamais venus à Visiedo? Chacun a sa religion, mais nous sommes comme des amis, comme des frères, et nous nous aidons mutuellement, et c'est tout. Espérons qu'un jour, le monde ressemble à ce qui se passe ici. Un repeuplement où chacun est gagnant et qui va peut-être en inspirer d'autres. Cuici ton fils, Gilles. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles avec Fabio Massimo Castaldo. Vous voyez que l'immigration, ça peut rapporter gros. Il y a des pays qui ont besoin de migrants, comme l'Espagne, comme l'Italie aussi. Votre pays est vieillissant. Permettez-moi de clarifier deux choses. Premièrement, ce n'est pas une nouveauté. On a beaucoup d'exemples exactement le même en Italie. Dans le sud, dans le nord,
disons aussi que, par contre, dans les sud, ça devient de plus en plus compliqué parce que quand vous avez des régions comme la Sicile, où il y a les 42% de chômage de la jeunesse, vous comprenez que c'est très compliqué de trouver des places de travail, même pour les locaux. C'est vrai qu'il y a certains métiers où il y a des disponibilités majeures, mais on a beaucoup d'exemples comme ça. Mais on ne peut pas dire tout simplement que le problème de la chute du taux démographique puisse se résoudre seulement avec l'immigration. Nous, on avait dans des programmes une proposition très claire, c'était de copier les modèles français, notamment, de soutien à la maternité. Parce qu'on s'est aperçu que les Italiens, ce n'est pas qu'ils ne font pas des enfants parce qu'ils ne veulent pas avoir des enfants. On ne fait pas des enfants parce qu'aujourd'hui, c'est un investissement économique que beaucoup de couples ne peuvent pas soutenir. Et alors, avec un plan de soutien, avec aussi des bonus qu'on a déjà commencé dans cette année, on va renforcer dans les années prochaines, surtout des bonus pour les maternités, avec une couverture des frais principaux pour les premières années du bébé. On est convaincu que beaucoup de couples ne seront plus obligés à se refuser la grande joie et le grand bonheur d'avoir des enfants et de penser à une famille un peu plus élargie. Sur le plan de l'intégration, la question est toujours la même qu'on a abordée tout à l'heure. L'Italie, elle a toujours voulu faire sa partie. Encore aujourd'hui, on confirme qu'on veut faire notre partie, mais notre partie, ce n'est pas de faire la partie des autres 27 aussi en même temps. Et je pense que ça ne soit pas un cas, si comme vous l'avez démontré, c'est surtout les pays méditerranéens où on a une chute totale du taux démographique. C'est parce qu'il y a des difficultés économiques, on a une structure de l'eurozone qui n'est pas équitable vis-à-vis des intérêts de tout le monde. Il y a une disparité entre nord et sud, ça c'est bien évident. Et alors, sur cela, il faut s'interroger encore à nouveau. Quelle Europe on veut bâtir? Nous, on est toujours pour une Europe solidaire, équitable, mais où l'hypocrisie n'aura plus de place. Mais est-ce que vous avez peur des migrants? C'est ça le problème? Moi, j'ai peur de l'immigration mal gérée. Je n'ai pas peur des migrants. J'ai peur des phénomènes qui se sont passés dans certaines de nos villes où on a eu en général 700 000 arrivées et certains sont partis avec le mouvement secondaire. Après, on a vu les pays comme notamment la France qui a militarisé complètement la frontière. Et là, il y en a beaucoup qui sont restés, mais il n'y a pas assez d'espace dans tous les bâtiments disons, dans tous les centres publics légaux. Il n'y a pas assez, dans plusieurs régions, assez de possibilités de travail pour permettre à tout le monde de s'intégrer effectivement. Alors, si vous êtes un migrant, vous n'avez pas de structure pour être reçu. Il n'y a pas de travail où il y a peut-être une exploitation digne d'un esclavage, comme c'est passé dans certains terrains agricoles dans le sud de l'Italie. À la fin, vous devez trouver une façon de manger. Et alors, je comprends qu'avec le désespoir, il y a le risque que quelqu'un tombe, comme il est tombé dans les pièges de la criminalité, même du crime organisé, pour faire les boulots sales que la crime organisée ne souhaite pas faire par soi-même. Et alors, là, la solution, c'est toujours d'avoir un système européen. Beaucoup disent que ce dossier migratoire va dominer les futures élections européennes. Il y a quand même d'autres problèmes pour le citoyen européen. Vous avez parlé de la démographie, il y a les questions économiques. Vous êtes d'ailleurs en train de vous battre pour le moment avec la Commission européenne pour imposer un budget un peu moins austère que ce qu'on attend de vous. Moi, je suis franchement un peu choqué. Nous, on a proposé des mesures extraordinaires pour faire face à la pauvreté. Ce n'est pas des mesures, disons, d'aide, tout simplement, mais c'est des mesures de requalification des gens qui ont perdu leur travail à cause de la globalisation, à cause de l'automatisation, à cause de la crise économique, pour les remettre dans les marchés du travail. C'est un système qui existe dans 26 pays sur 28. Et essayez de deviner qui sont les deux qui sont exclus, c'est l'Italie et la Grèce. Ça vous étonnera peut-être pas trop. En même temps aussi, on a essayé de diminuer un peu la taxation sur les petites et micro-entreprises et sur les travailleurs indépendants. On a essayé aussi encore à nouveau de faire face aux conséquences terribles de la réforme des pensions de Mme Fornero, avec une augmentation brutale de l'âge et la garder au travail des personnes à 64, 65, 66 ans d'un jour à l'autre. Et certains aussi sans salaire parce qu'ils avaient suivi une possibilité de mobilité qui n'existait d'un jour à l'autre, d'un jour au lendemain, il est disparu. Et 1 million de jeunes sont restés sans travail
parce qu'ils attendaient d'entrer dans les marchés. Et bon, il n'y a pas eu des possibilités parce que les gens ne sont pas partis à la retraite. On essaie de viser ces trois problèmes-là. Et M. Moscovici, quand il était ministre des Finances, disait que les 3%, la règle de Maastricht pour le déficit était une règle imbécile qu'il fallait totalement dépasser. Aujourd'hui, il nous dit exactement l'envers. Donc, moi, j'espère encore dans une négociation. J'espère qu'on trouvera un accord qui n'arrive pas à remettre en question les mesures, peut-être à les moduler, à trouver une façon différente d'arranger quelques détails. Mais je trouve que quelqu'un qui un jour disait blanc et aujourd'hui nous dit noir parce qu'il a changé de tâche n'est pas trop cohérent avec son passé, son histoire. Et j'espère que dans l'intérêt de l'Europe, ils comprendront aussi que avec une Italie faible, avec 6 millions de personnes au-dessus de la seuil de pauvreté, l'Europe aussi sera faible. Donc, on veut une Italie forte pour une Europe totalement forte. Fabio Massimo Castaldo, merci d'être venu vous accouder au bar de l'Europe. Vous allez céder la place dans quelques instants à Malin Björk, c'est une députée européenne suédoise de gauche. Mais avant ça, on va rencontrer un jeune artiste syrien, artiste et réfugié. Oui, il s'appelle Abdallah Al-Omari. Il est arrivé en Belgique il y a plus ou moins 5 ans. Alors, il a fui Damas et sa Syrie natale parce qu'il voulait continuer à s'exprimer librement via son art, c'est la peinture. Et vous allez le voir, il ne se refuse rien, absolument rien. Son plus grand plaisir, c'est de déshabiller les chefs d'État du monde entier pour leur faire mettre un autre costume, un costume vraiment inhabituel. Rencontre avec Abdallah Al-Omari qui nous a accueillis dans son atelier. Je m'appelle Abdallah Al-Omari. Je suis artiste multidisciplinaire, je peux dire. J'habite à Bruxelles et je suis d'origine syrienne. Vous peignez les grands de ce monde, les présidents, les dirigeants. Vous les peignez en migrants. Pourquoi? Je voulais le faire pour ma propre satisfaction. En tant que personne qui a vécu cet état, cette situation de devoir quitter son pays, je voulais voir ces gens qui ont un grand pouvoir dans un autre rôle. Je voulais les dépouiller de leur pouvoir. Je voulais voir à quoi il ressemblerait si ce pouvoir disparaissait subitement. Et c'est pour ça que vous mettez Angela Merkel et Bachar el-Assad sur le même bateau. Pour vous, il n'y a pas de différence entre ces dirigeants? Je pense qu'en les mettant sur le même bateau avec d'autres politiciens aux opinions différentes, je voulais juste essayer de montrer que nous sommes tous responsables de ce problème, de cette question. Est-ce que vous avez eu des retours négatifs ou des menaces? Je vis à Bruxelles. Je vis dans un endroit où on peut s'exprimer, exprimer ses opinions librement. Et puis j'ai vécu en Syrie et j'ai survécu, alors je ne me sens pas réfugié, je me sens artiste. C'est un mode de politicien, ça. Moi, je ne me vois pas comme ça, comme une identité. C'est quelque chose de politique, être réfugié. C'est difficile de prendre votre vie et de la mettre dans une boîte, la fermer et l'oublier. J'ai vécu en Syrie pendant 26 ans avant de partir. Alors c'est 26 ans de souvenirs, de vie, de tout. Est-ce que vous pourriez peindre une pomme, une fleur, quelque chose de gentil? J'aimerais bien... J'aimerais bien peindre des choses statiques. Ne pas avoir un message politique, social. Mais je pense qu'avec le monde dans lequel on vit, ma conscience ne le supporterait pas. Je ne pourrais pas ignorer tous ces problèmes en vivant au milieu des papillons. Est-ce que vous voyez vivre toute votre vie ici? Est-ce que maintenant vous allez vous sentir belge ou est-ce qu'il y a un désir de rentrer chez vous? Vos souvenirs sont partis. Je veux dire par là que mes souvenirs d'enfant n'existent plus.
Pas uniquement parce que mon quartier a été complètement détruit, mais parce que tous les souvenirs d'enfance, c'est comme ça. Les vôtres aussi. En fait, je suis heureux à Bruxelles. Depuis que je suis ici, je peux m'exprimer beaucoup plus. J'ai la liberté de m'exprimer. L'année prochaine, je pourrai prendre la nationalité belge. J'espère. On verra alors pour la Syrie après. Oui, pour la Syrie, on verra. On verra. Et on accueille à présent Malin Björk. Vous êtes députée européenne suédoise, membre du parti de gauche dans votre pays. C'est une formation qui fait partie de la gauche radicale au niveau européen, avec une touche d'écologie et de féminisme. Alors, merci d'être avec nous, merci d'être là, d'autant que vous n'aviez pas envie d'être avec nous, en tout cas pour parler d'immigration. Pour vous, ce n'est pas un problème ? La migration ? Non, je pense que je ne peux pas accepter cette vision où on parle de crise migratoire. C'est une crise politique. C'est une crise politique parce que l'Europe, on est riche, on est un continent qui a toujours se construit sur le mouvement des gens et des idées. Donc ça, il faut préserver et faire développer. Pas dire qu'on va s'enfermer sur nous, on va fermer les frontières, Je pense qu'il y a un choix à faire. Moi, je fais le choix d'une Europe ouverte, démocratique et qui accueille des migrants. Ça va être notre futur. Alors, ce n'est peut-être pas un problème comme vous le dites, mais cette question a quand même dominé certaines élections dans certains pays ces derniers mois. Et on dit déjà aussi que ce sera l'un des enjeux du prochain scrutin européen en 2019. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pour ça que je dis que c'est une crise politique. Parce qu'il y a des politiques qui exploitent et qui mettent du feu, qui mettent de l'essence sur le feu et sur des situations compliquées et difficiles, mais qu'ils utilisent ça pour leur fin de gagner des élections, etc. Je pense que comme politiciens et politiciennes, on a le devoir aussi de prendre un peu de recul, de dire que c'est quoi les vrais problèmes. Et ce n'est pas l'arrivée de quelques centaines de milliers de migrants et réfugiés en Europe. Ce n'est pas les vrais problèmes pour l'Europe. Donc c'est une instrumentalisation politique et la population, elle ne serait pas concernée, elle s'en ficherait ? Je pense que la population écoute et comprenne quand on fait des discussions, mais si on a beaucoup de politiciens qui ne sont pas responsables, qui font du Breitbart News, qui font de Steve Bannon à la Trump, etc., on voit ce que ça peut donner. Moi, je trouve que dans la gauche, on essaie de soulever les vraies questions pour l'Europe. On veut une Europe ouverte, démocratique, où on respecte les droits d'asile, parce que c'est ça qui est en jeu. On est en train de en finir avec le droit d'asile en Europe, et c'est l'Europe qui l'a mis en place, donc ça sera une catastrophe. Mais si on prend comme exemple votre pays, la Suède, si je ne m'abuse, aux dernières élections, l'extrême droite a quand même fait plus de 17% des voix. Donc, elle a surfé sur cette question migratoire et évidemment, ça a marché. Comme j'ai dit, c'est un problème politique. Il y en a qui surfent sur ça. Mais je pense qu'il faut aussi montrer aux gens, c'est quoi les vrais problèmes. L'évasion fiscale, c'est elle qui... On a les moyens. Elle coûte, je ne sais pas combien de centaines de milliards d'euros par année dans l'Union européenne. Et les migrants, ça nous coûte peut-être juste minime de ça, 12, 15 milliards d'euros. Donc en fait, il faut vraiment mettre ça en perspective. Et c'est un travail de tous les jours, mais un travail politique contre une extrême droite, nationaliste, conservateur, qui essaye de nous mettre les uns contre les autres. En Europe, il faut avoir une vision d'une Europe. On va vivre ensemble. On vit déjà ensemble et on va vivre ensemble dans le futur et avoir un plan pour ça, un plan plus égalitaire, plus démocratique et plus ouvert. Comment ça se fait alors que cette question migratoire revient toujours sur le tapis, y compris dans votre pays, la Suède? Vous avez accueilli près de 450 000 demandeurs d'asile depuis 2010. Votre pays en a profité économiquement et on pensait que tout se passait bien en fait. Effectivement, je veux dire, il n'y a pas objectivement... ça a été une réussite pour la Suède, les migrants, d'accueillir des migrants et des réfugiés. Et donc, objectivement,
c'est comme vous dites, mais comme j'ai dit, il y a des partis de l'extrême droite, des racistes qui essayent d'exploiter, mais ça a été leur agenda de tout le temps. Maintenant, ils se ciblent sur les politiques migratoires, mais une politique raciste peut aussi prendre d'autres expressions. Mais il faut pas oublier que pour l'instant, l'extrême droite en Suède, l'extrême droite raciste n'a pas d'influence sur la formation du gouvernement. Et pour l'instant, on est dans les négociations et toutes les partis démocratiques essayent de barrer la route pour l'extrême droite d'avoir une influence sur la gouvernance du pays. Mais est-ce que l'extrême droite contamine en quelque sorte les partis traditionnels? Les idées de l'extrême droite se propagent, on le voit bien. Oui, mais évidemment. Et moi, je trouve que ça, c'est la plus grande défaut. Chez nous les autres, la gauche, je trouve qu'on tient bien notre barre au niveau de la politique, mais je trouve que ça, c'est une des plus grands défauts, qu'on n'a pas dit clairement c'est quoi notre vision. Et qu'aujourd'hui, on parle des migrants et réfugiés comme un problème. Ce n'est pas vrai. Ça a été partie de l'Europe depuis toujours, ça fera partie. Et il faut aussi montrer une autre vision. Et cette vision de l'Europe, pour faire une question électorale aussi, elle doit être plus égalitaire, plus de cohésion, plus de démocratie et plus d'ouverture. Si on n'a pas, nous, une vision qui dit le contraire, mais qu'on s'adapte petit à petit à leurs histoires, alors oui, voilà, on est perdant. Il faut reprendre le débat, reprendre aussi et dire on a des solutions, on a un continent riche de ressources, mais aussi d'argent, si on arrive à contrer l'évasion fiscale, et on peut partager les richesses en Europe. Mais on a quand même un problème là, il faut le dire, hein, de mon point de vue de la gauche. Alors, on pourra aller vers un futur très, très positif. Mais si on laisse une crise politique avec des forces de conservateurs, l'extrême droite, qui ne veulent pas des droits des migrants, qui ne veulent pas des droits des femmes non plus, qui ne veulent pas des droits des LGBT, qui ne veulent pas des droits des médias et des droits démocratiques non plus. Si on laisse ça pourrir, je dirais, alors après, on aura des très, très grandes responsabilités et il faut une grande force pour repousser ça. Donc les élections européennes, c'est très important. Merci Malin Björk d'être venue vous accouder au bar de l'Europe. Et on va passer maintenant à quelques paroles de citoyens. Et pour commencer, on va écouter Rouman au Sénégal. Rouman fait partie de la chaîne des haut-parleurs. C'est une chaîne de jeunes reporters francophones à travers le monde. Et Rouman s'est intéressé non pas aux Sénégalais qui veulent quitter leur pays, mais à ceux qui reviennent au Sénégal. On regarde le clip qu'il nous a envoyé. Bonjour. Bienvenue, installez-vous pour les haut-parleurs. On vous apporte les nouvelles d'ailleurs. Bienvenue, installez-vous pour les haut-parleurs. Oui, voici les nouvelles d'ailleurs. Ils sont partis vers de plus verts pâturages, fuyant la guerre, la misère, le chômage, survivant du désert et des naufrages. Mais pour certains, l'Eldorado ne sera juste qu'un mirage. Certaines familles ont même dû s'endetter pour permettre à leurs fils de pouvoir s'embarquer vers l'Europe. Dans cette mission, l'échec n'est pas une option et ni les rafles ni les contrôles ne pourraient les arrêter. La nuit dans le dortoir entassait-elle des prisonniers. Le jour, vendeurs ambulants ou travailleurs saisonniers. Le migrant doit aussi affronter l'hostilité de certains autochtones qui se sentent envahis, donc menacés. Yeah. Chaque jour comporte son lot de risques, son lot de courses-poursuites avec la police, son lot de perquisitions des services d'immigration et fatalement aussi son lot de candidats à l'expulsion. Dans certains cas, le retour au pays est brutal. Drame pour la famille, la déception est totale. Et puis il y a les volontaires qui ont fait leur valise pour rentrer au pays de manière définitive. Le retour, ça se prépare. Personnellement, j'ai mis 3 ans à planifier mon retour. Partir, c'est bien parce qu'on apprend beaucoup de choses à l'étranger. Mais le plus important, c'est de savoir retourner au pays. Et peut-être, on ne va pas dire imiter, mais importer ce que vous avez appris là-bas, l'amener au pays. Le réseau Ndari que nous avons mis en place, c'est un réseau des expatriés de retour, mais qu'on a élargi aux gens qui ne sont pas encore revenus, mais qui ont le projet de retour. On compte plus de 250 membres pour rompre l'isolement. Retourner au pays est notre force.
Plusieurs initiatives européennes tentent d'aider ceux qui ont décidé de rentrer. Des associations, sociétés ou ONG, des programmes d'aide qui finançaient différents projets. Comment améliorer les perspectives d'emploi, réintégrer les migrants de retour sur leur sol natal? C'est à cette question que la GIZ s'emploie à répondre à travers son programme Réussir au Sénégal. L'Italie aussi abonde dans le même sens via ses ONG, notamment la LVIA, comme l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui depuis des années s'est assigné entre autres missions de verser une allocation d'aide au retour volontaire. Et au Sénégal, elle soutient des projets variés et divers. Près de 3 millions d'euros de subventions allouées ces 10 dernières années à 450 projets. Chez nous, on dit qu'il faut du courage pour partir, mais c'est la détermination qui nous fait revenir. C'est pas bien même de revenir au Sénégal et dire aux jeunes qu'on a emprunté la mer pour arriver en Europe et qu'on a réussi. Il y a des opportunités dans ce pays, mais cette information ne passe pas. Et il faut leur faire savoir. Notre problème, c'est une formation psychologique mentale. Il faudrait rompre avec ce logiciel qui est dans notre tête, qui nous dit ce n'est pas possible de réussir chez nous. Il faut aller là-bas. Partir ne rime pas tout le temps avec réussir. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Même chez soi, on peut se reconstruire. C'était Roman pour les haut-parleurs. Oui, à bon entendeur. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles et on accueille un jeune citoyen, c'est Clément Diroma. Vous êtes étudiant en journalisme à l'école de journalisme de Louvain et avec une petite équipe, vous vous êtes intéressé aux souvenirs numériques des réfugiés. Souvenirs numériques, ça veut dire quoi ? Alors les souvenirs numériques, c'est très simple, c'est ce qu'on a tous sur nos téléphones, ça peut être des photos, des vidéos ou des messages. Les réfugiés qui viennent en Europe par les routes migratoires ont également ces smartphones, c'est pas un luxe pour eux, c'est quelque chose qui est très normal, les smartphones ne coûtent que très peu cher maintenant. Donc ils peuvent emprunter, en tout cas c'est dans leur kit de survie, ils prennent ce smartphone pour organiser tout leur voyage. Parce qu'ils ne s'en servent pas seulement pour prendre des photos ou des vidéos, ils s'en servent aussi de GPS. Et puis ils vont s'en servir comme source d'information, c'est-à-dire pour avoir des informations politiques, quel est le climat politique dans certains pays, quelles frontières sont ouvertes, où sont les forces de l'ordre, par exemple. Donc pendant les étapes de leur voyage, ils vont chercher des bornes Wi-Fi ou des prises pour recharger leur téléphone. Et la priorité pour eux, ça va vraiment être de contacter leur famille. C'est-à-dire qu'ils vont leur donner des nouvelles, ils vont leur dire qu'ils sont toujours en vie, qu'ils continuent vers tel pays. Et puis un sujet controversé, c'est le contact avec les passeurs, parce qu'ils vont aussi se servir de ces smartphones pour contacter les passeurs et organiser leur voyage. Alors Clément, est-ce qu'un réfugié se livre facilement? Est-ce qu'il vous a donné facilement son téléphone? Parce que c'est bien plus qu'un téléphone, on vient de l'entendre, c'est comme dans un livre ouvert, c'est son intimité qu'il vous a révélé. Alors c'est très compliqué pour eux de révéler tout ça, bien entendu, mais il faut aussi se poser la question à nous-mêmes. Est-ce qu'on donnerait ce téléphone à un journaliste ou même à un proche? C'est une question qui est très complexe et certains réfugiés sont dans une situation très sensible. En ce moment à Bruxelles, on a des Érythréens et des Soudanais qui viennent et qui subissent des pressions politiques, que ce soit ici en Belgique ou bien dans leur pays d'origine. Leurs familles, par exemple, peuvent être en danger si jamais des photos et des vidéos d'eux venaient à fuiter sur Internet ou dans les médias. Donc évidemment, ils vont complètement refuser de nous montrer ce qu'il y a sur leur téléphone, mais il y a aussi des réfugiés syriens ou palestiniens qui sont ici depuis plusieurs années et qui, eux, vont pouvoir nous fournir ces données. Et surtout, ils cherchent à témoigner d'à quel point leur voyage était compliqué. Et précisément, c'est un Palestinien qui est au centre de votre reportage, un reportage que vous signez avec Kathleen Delvaux et Sandy Lardinois. On regarde. Je m'appelle Saïd Al-Saka, je suis palestinien de la bande de Gaza. Je suis arrivé en Belgique le 15 octobre 2015. Il y a 3 ans, comme des millions d'autres réfugiés, Saïd quitte son pays. Loin de Gaza, il espère continuer sa vie en sécurité. À 30 ans, il se lance sur la route de l'exil. Durant son voyage, Saïd filme et photographie avec son téléphone les étapes de son parcours. Comme vous le savez, la situation à Gaza est à la fois compliquée et tendue. Ce n'est ni la paix ni la guerre, mais personne ne sait ce qu'il va se passer dans l'avenir. Ce n'est pas une vie. Je veux juste vivre normalement. Je veux construire ma carrière, je veux me développer. Mais à Gaza, il n'y a rien de tout cela. On ne peut rien faire. Saïd laisse derrière lui sa famille et son travail pour s'envoler vers l'Asie du Sud. Là, face à la difficulté de s'intégrer, il décide de rejoindre l'Europe. Mon voyage était terrible, long, dangereux. Je marchais beaucoup entre les frontières, entre les pays.
À certains endroits, je ne pouvais même pas dormir car il faisait trop froid, ou je devais continuer à marcher car je ne pouvais pas m'arrêter. Il passe de la Turquie à la Grèce, remonte par la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne. Au bout de 4 mois, il arrive en Belgique. Saïd s'installe à Mons. Aujourd'hui, il termine un master en communication interculturelle. Entre la Palestine et la Belgique, son téléphone ne l'a pas quitté. J'ai utilisé ce téléphone. Il est cassé maintenant, mais il m'a été très utile. J'ai pris des photos et des vidéos avec ce téléphone tout au long de mon parcours. Et je garde aussi ce téléphone. C'est celui de l'un de mes meilleurs amis. Il a été tué en 2014. Il s'appelait Ahmed. J'ai conservé ce téléphone juste pour me souvenir de lui. Sur son ordinateur, Saïd garde précieusement les souvenirs de son trajet. J'ai filmé le moment où moi, mon cousin et mes amis, nous nous préparions à aller en Turquie pour continuer notre voyage. Et cette vidéo a été prise quelques heures avant de partir pour la côte d'Izmir. J'étais particulièrement inquiet. Je ne savais pas nager et je m'apprêtais à traverser la mer. Alors, je me suis mis à nourrir les oiseaux, histoire de faire une bonne action avant le départ. Personne ne savait ce qu'il allait se passer. Et ce moment-ci, je l'ai enregistré secrètement. Les passeurs ne voulaient absolument pas qu'on filme. J'ai filmé ce moment où j'ai atteint la côte de Mytilène. J'étais à la fois très heureux et très fatigué. اللي بده شغله بوصلها كبير بس توكل على الله طول ما انت هدفك الخير ربنا حيوقف اولاد الحلال الك هاي الحدود الصربيه Je passais la frontière entre la Macédoine et la Serbie avec mes amis et mon cousin. Nous pouvions voir les montagnes et les arbres et les nombreux réfugiés qui se rendaient en Norvège. Nous avons décidé de les suivre. Ici, c'est le drapeau croate. J'étais tellement content de voir le drapeau de l'Union européenne, d'avoir pu atteindre l'Europe, sain et sauf. Vous savez, pour moi, ce n'est pas facile de regarder ces vidéos. Mais j'ai besoin de les revoir encore et encore pour me souvenir à quel point c'était difficile, à quel point faire ce voyage était épuisant. J'espère trouver la paix et le bonheur, aussi trouver un travail, commencer ma vie encore. La famille de Saïd est toujours coincée à Gaza. Saïd, lui, quittera bientôt Mons pour s'installer à Bruxelles et travailler dans l'aide humanitaire. Voilà, le Maxi Bar de l'Europe va se refermer ici. Vous avez raté une partie, eh bien, tout n'est pas perdu, Esmeralda. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur 2 sites internet, celui de TV5 Monde, tv5monde.org, et celui de la RTBF, rtbf.be. Merci Esmeralda, et on va se retrouver tout prochainement pour un nouveau numéro du Maxi Bar de l'Europe. On parlera du Brexit. Merci d'être de fidèles clients du bar.